Le cercle RH, on va faire un focus aujourd'hui sur les jeunes, leur situation face à l'emploi. Alors il y a une multitude de situations. Il y a des jeunes qui sont étudiants et qui vivent avec un petit emploi pour payer leurs études. Il y a des jeunes qui ont fini leurs études et qui cherchent un emploi pérenne, CDD, CDI. Et puis il y a les jeunes qui sont lycéens et étudiants qui cherchent un job d'été. Il y a plusieurs catégories et on va essayer évidemment de balayer tout le spectre avec le soleil. Ben, c'est pas si simple pour les jeunes aujourd'hui. On en parle avec trois experts, trois spécialistes qui connaissent parfaitement ce sujet. On commence par vous, Laure Guéguen. Vous êtes coordinatrice et responsable de l'association du beurre dans leurs épinards. Exactement. Et non pas dans les épinards. D'ailleurs, pourquoi dans leurs épinards? Vous n'en mangez pas, vous, d'épinards? Si, j'adore ça. Non, très sincèrement, c'est justement pour, comme on fait des distributions alimentaires, c'était un jeu de mots qui permettait de rappeler notre aide pour apporter une aide essentielle et le fait de donner un coup de boost aux étudiants depuis la crise sanitaire. Situation compliquée. Je rappelle que ce dossier, on le suit, puisque c'est déjà venu aussi, pas vous, mais un des collègues de l'association était venu nous parler du beurre dans leurs épinards. À mes côtés, Paul Maillot. Bonjour Paul. Bonjour. Vous êtes président de la FAGE, syndicat étudiant bien connu, fédération des associations générales étudiantes. On va vous écouter sur les emplois jeunes, un jeune, une solution, parce que vous avez, j'imagine, des choses à dire, et puis sur cette réalité, parce que vous êtes connecté à cette jeunesse pour savoir ce qui se passe réellement. Il y a évidemment une communication, et puis il y a la réalité de ce qu'ils vivent. Et puis avec nous, là aussi, on suit bien nos dossiers sur Bismarck, puisque Benjamin Ducousseau, vous êtes le cofondateur et CEO de Wizby, développeur de la plateforme Un jeune, une solution. Alors elle a été très médiatisée, cette plateforme, d'abord sur notre plateau, puis sur d'autres émissions, puisque j'ai vu que la ministre était venue sur le plateau de Cyril Hanouna pour justement toucher ces jeunes. Déjà, le bilan pour vous en matière de plateforme, combien de jeunes sont allés sur la plateforme ? Bah écoutez, voilà, nous, ça fait maintenant 7 mois que la plateforme a été lancée. Elle a été lancée le 19 novembre. Donc, on a 3,5 millions de jeunes qui utilisent la plateforme. Il y a 500 000 jeunes qui ont été redirigés vers un emploi, 200 000 jeunes qui ont été redirigés vers une formation, 100 000 vers un service civique. Donc voilà, en 7 mois, je pense qu'on peut tous se satisfaire d'un premier très beau bilan, même si encore plein de choses restent à accomplir. Benjamin, juste d'un mot, parce qu'on va parler des jeunes et de leurs problématiques et des revendications, parce qu'il y a aussi quand même aujourd'hui des inquiétudes. Hein. Le monde n'est pas rose, n'est pas aussi ensoleillé que le ciel. Vous, en tant que chef d'entreprise, c'était une aventure incroyable quand même, d'avoir été choisi pour développer. Là, je parle à l'entrepreneur. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, donc, nous, peut-être pour recontextualiser un peu les choses, donc moi, Benjamin, Wizby, on aide les jeunes depuis maintenant une dizaine d'années en leur proposant plein de services autour de la recherche d'emploi, du financement de la vie étudiante, de la mobilité, de la santé. Et clairement, ça a été une super expérience parce qu'on fait ça soit en marque Wizby, les gens nous connaissent parce que sur le marché, ils voient nos produits Wizby, ou soit en marque blanche. Et là, en l'occurrence, c'était le cas. On a été choisi pour être l'opérateur de la plateforme unjeune-solution.gouv.fr. Donc c'est quelque part une super alliance entre deux mondes, le monde de l'État et une start-up en plein développement. C'est ça, c'est la révolution numérique qui est un peu le fil rouge de notre émission, puisqu'on parlait de la presse au début de l'émission. Je voulais vous poser la question, Paul, puis Laure évidemment s'exprime quand elle le souhaite, mais en tant que syndicat étudiant, d'abord, vous êtes tous connectés, les étudiants, vous êtes tous... bonne initiative de passer par une plateforme qui centralise finalement... portail unique qui permet aux jeunes de pouvoir être ventilés. Là-dessus, vous êtes d'accord ou vous êtes sceptique? Non, la question du guichet unique pour les aides à destination des jeunes, c'est une revendication de longue date. De longue date. La FAGE, que ce soit pour les bourses sur critères sociaux, avec les aides au logement qui seraient regroupées sur le dossier social étudiant, mais pour toutes les questions d'insertion professionnelle, effectivement, qu'on puisse avoir donc ça, c'est un bon point. Dédié, oui. Et puis il y a d'autres choses qui se rajoutent. Il y a la boussole avec les aides sociales. Il y a plein de dispositifs qui viennent corroborer celui-ci et c'est assez intéressant. Paul, et évidemment, Laure est en première ligne aussi. La situation des jeunes, et j'ai bien mis 3 catégories. Il y a ceux qui viennent de sortir d'école et qui vont peut-être aller sur la plateforme pour vraiment trouver un emploi. Et puis après, il y a les jobs. J'aime pas trop utiliser le job pour le mot emploi. Il y a les jobs qui sont des emplois de complément. Ça a été une galère l'année Covid là pour eux. C'est ce qui a exacerbé le plus de difficultés qui étaient préexistantes. Par contre, il y avait déjà des difficultés qui touchaient le public estudiantin. Mais effectivement, le fait de perdre les jobs étudiants, là où se tournaient plus facilement les jeunes, donc restauration, tourisme notamment, mais effectivement, ça les a empêchés de pouvoir capitaliser pendant la période estivale pour
l'année à venir lors des cours, mais également de pouvoir pourvoir un emploi en marge de leurs études pour les financer. Et effectivement, c'est ce qui a fait qu'on a eu autant de jeunes qui se sont retrouvés dans des situations qui étaient catastrophiques. Donc c'est une situation catastrophique, pour le dire, là le beurre dans leurs épinards, c'est des jeunes qui sont allés récupérer des colis pour se nourrir, qui sont allés, j'allais dire, c'est un mot impropre, mais à la soupe populaire pour aller chercher des colis alimentaires parce qu'ils n'avaient plus rien. C'est bien ça la réalité. C'est exactement ça, et c'est une population, en plus, ça a été très dur de casser la barrière justement parce que c'est une population qui n'a pas l'habitude de faire appel à des banques alimentaires, à des aides extérieures. Choc. Donc casser la barrière, ça a déjà été très compliqué, puis ça s'est arrêté net d'un coup. Donc la crise pour les étudiants, on en a commencé à en parler en novembre, mais en fait dans les faits, à partir du premier jour du confinement, on a commencé à recevoir énormément de messages en mode on peut plus se financer, comment on va faire pour payer notre loyer le mois prochain? C'est pas dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est l'effet immédiat. Mais juste, est-ce que vous avez des contacts, et vous en avez évidemment, parce que vous êtes vous-même, j'imagine, étudiant, vous êtes, Paul, j'imagine, étudiant en quoi d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé? Je suis étudiant en management public. En management public, ouais. Peut-être qu'un jour vous viendrez sur l'émission Bismart pour, là, en tant qu'invité, mais ces jeunes, certains ont dû arrêter leurs études. Parce que certains, ne pouvant plus subvenir à leurs besoins, sont obligés de trouver un emploi à la va-vite, non, j'imagine? C'est des choses qui sont arrivées totalement lors des 3 premiers mois de confinement. Dans les épiceries qu'on peut également avoir au niveau du réseau de la FAGE, on a eu autant de bénéficiaires en 3 mois que depuis leur création en 2011. Et parmi ces jeunes-là... En 3 mois? En 3 mois, ouais. Parmi ces jeunes-là, on a eu effectivement des personnes qui avaient décroché. Ça, c'est d'autres difficultés qu'ont pu vivre les jeunes, et on pourrait en revenir par la suite. Mais le décrochage scolaire, le fait d'avoir la question de la précarité qui vient, la question de la santé mentale, oui, effectivement, on a eu un bon nombre dont on a beaucoup parlé. Ouais. Enfermés dans leur piole, qui en fait se repliaient sur eux-mêmes. Ça aussi, là vous avez apporté des soutiens, parce qu'on comprend bien que la première chose essentielle dans la vie, c'est de se nourrir et de boire de l'eau, c'est-à-dire pour être vivant. Puis ensuite, il y a la santé mentale. Vous vous êtes connectés, comment ça se passait? Parce que j'imagine que du beurre dans leurs épinards, c'est aussi une manière de se connecter avec eux, de les faire sortir, de parler avec eux. La première chose a été en effet de créer du lien, parce que quand on a des étudiants qui sont confinés depuis déjà 1 mois ou 2 dans 10 mètres carrés, alors financièrement c'est très compliqué, mais en plus mentalement c'est aussi très très compliqué. Et donc l'idée c'était justement d'aller à leur rencontre, pas de les faire venir, mais d'aller chez eux. Vous alliez toc toc toc, on frappait à la porte. Directement avec les camions, avec les plats préparés, les colis alimentaires et de produits essentiels. Ouais. Ouvrez la dans porte. les cités, échanger avec eux aussi. L'idée c'est pas juste de distribuer des colis, c'est de créer du lien, d'échanger, de comprendre les difficultés sur le terrain et d'identifier des étudiants qui peuvent être bénévoles référents pour venir en aide. Je vais donner la parole à Benjamin, mais ce qu'il vous disait, j'imagine, ces étudiants, c'est que globalement, mes parents sont eux-mêmes en situation de précarité ou n'ont pas de revenus suffisants. Ils ne peuvent pas m'aider. C'est ça, en fait, la réalité. C'est que derrière, les parents, pas pour tous, mais ceux-là, en tout cas, leurs parents ne pouvaient pas sortir 200 € par mois. C'est ça, la réalité. Vous êtes Benjamin ou Laure, c'est ce qu'ils vous disaient, les jeunes? C'est exactement ça. Et il y a même un étudiant qui a dû interrompre ses études, retourner chez ses parents. Et ses parents, qui étaient eux-mêmes en situation de précarité, ont eu une baisse donc, de leurs revenus. Ah oui. Et donc, on se retrouvait dans un cercle vicieux où on avait du mal à en sortir, justement. Benjamin, la plateforme Un jeune, une solution, c'est très protéiforme. Là aussi, vous aviez une connexion possible et une proposition possible pour ces jeunes-là en galère, pour essayer de les accompagner, parce que j'imagine qu'ils sont allés immédiatement essayer de se raccrocher à une branche, et c'était votre plateforme. Tout à fait. Donc en fait, la volonté du gouvernement, et puis quand ils ont créé la plateforme unjeune-solution.gouv.fr, et notamment du Haut-Commissariat sous l'égide de Thibaut Gulli, c'était de dire on veut vraiment adresser tous les jeunes, leur venir en aide et leur offrir à chacun une solution. Quelle que soit leur situation. Quelle que soit leur situation, et je veux dire, quel que soit ce qu'ils ont envie de faire. Si c'est un emploi, c'est un emploi. Si c'est une formation, c'est une formation. Si c'est un service civique, c'est un service civique. Si c'est une aide ponctuelle par justement un fléchage pour savoir à combien d'aides étudiantes est-ce qu'on a le droit, c'est un fléchage. Voilà, l'idée. Guichet unique. C'est d'offrir à chacun une solution. Pour vous, ça a dû être un boulot incroyable, parce qu'après, il faut dispatcher, c'est-à-dire qu'il faut recevoir, évidemment, et puis ensuite, il faut pouvoir envoyer au bon endroit. Tout ça, c'est un travail assez titanesque, quand même. Bien sûr, c'est un gros travail. Je dirais que nous, WISBY, on a mis à profit notre connaissance des jeunes et notre expertise dans le digital pour pouvoir faire ça. Mais après, derrière, le plus gros du travail, c'est aussi de fédérer. Fédérer et rassembler tous les acteurs qui gravitent autour. Ils sont là, d'ailleurs. Il fallait qu'ils jouent avec vous. Mais oui. Pour pouvoir vraiment les représenter sur la plateforme et faire en sorte qu'on puisse offrir une expérience dans laquelle le jeune n'est pas redirigé tout de suite comme ça, et qu'un jeune solution ne devienne pas un site rebond, mais qu'au contraire, on puisse proposer une partie de la réponse sur le site
pour faciliter la vie des jeunes. Alors, les chiffres que vous donnez tout à l'heure, il y a du dispatching, c'est un mot qui n'est pas beau, mais enfin vers les services civiques, vers des vrais emplois pérennes, CDD, CDI. Alors, le chiffre net, ça c'est un sujet important parce qu'on est à mi-parcours. Le dispositif devait s'arrêter mi-mai ou fin mai, et puis le gouvernement l'a prorogé jusqu'en décembre. Donc, vous avez encore 6 mois pour accompagner ces jeunes et leur proposer des solutions. Au-delà du flux et du trafic sur le site, la DARES dit création nette 60 000 emplois. C'est bien, vous le confirmez ce chiffre ? Oui, tout à fait. Disons que c'est l'ARES qui donne les chiffres, donc c'est les chiffres d'un institut. Donc il faut c'est 60 000 créations d'emplois nets qui ont été effectuées. Pour des 22-25 ans. Pour les 22-25 ans. Ça veut dire que malgré le flux, les entreprises n'ont embauché, excusez-moi, que 60 000 emplois, ce qui est déjà un très bon chiffre. On aurait pu aller plus loin. Qu'est-ce qui fait qu'on peut encore améliorer ce chiffre ? Comment vous vous projetez un peu ? Parce qu'il y a 6 mois, la fin des cours, les partiels, c'est là. Septembre, c'est le début du boulot. Comment on fait là ? Non, je dirais que déjà, il faut quand même se le dire, le Covid était une situation exceptionnelle pour tous, quoi. Pour les entrepreneurs, pour les employeurs, pour les jeunes. Ça, vous l'avez senti, Exactement, ça a freiné. Et même moi, en tant qu'employeur, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'opportunités qui sont nées dans cet écosystème. Il y a aussi des complexités, des difficultés que chaque chef d'entreprise a rencontrées. Donc aujourd'hui, ce que moi je constate sur le terrain, c'est qu'il y a une mobilisation exceptionnelle pour les jeunes. Elle est de la part de l'État, elle est de la part des startups, elle est de la part des entreprises qui sont engagées. Les alternances, il faut en parler. Il y a 10 000 entreprises qui sont engagées dans l'initiative unjeunesolutions.gouv.fr pour aider les jeunes. Donc il y a une mobilisation qui est exceptionnelle. Avec un coup de pouce aux entreprises Exactement. Voilà, il faut les aider, il faut les accompagner. Vous vous situez comment, vous, psychologiquement, dans l'avenir devant vous ? Parce que c'est vrai que moi, je suis moins jeune, on considère. Vous êtes jeune, vous êtes l'avenir de les futurs cadres de demain. Comment vous regardez votre avenir là ? Vous en êtes où dans vos études et vous vous dites, voilà, à quel moment moi je vais aussi me retrouver dans une situation où, fini les études, place au boulot ? Alors, moi, de manière plus personnelle, c'est assez particulier comme je suis engagé et en césure, mais en revanche, ce que je peux vous dire sur... Vous êtes en césure, vous, hein ? Oui, donc, tout à fait, mais pour le public à jeune, fond pour l'association et le syndicat. C'est ça, étudiants. On a eu l'occasion de commander une enquête auprès de l'Institut de sondage Ipsos, donc à l'aube de la crise sanitaire, mais également un an plus tard pour faire une rétrospective des difficultés vécues. Et ce qui en ressort sur les questions de l'insertion professionnelle, c'est des chiffres qui sont assez inquiétants au niveau de la santé mentale vis-à-vis de la recherche du premier emploi. Angoisse. On a 41% des jeunes qui ont qui ont déclaré avoir eu des pensées suicidaires alors qu'ils étaient à la recherche de leur premier emploi. C'est des chiffres qui sont assez inquiétants et effectivement, des solutions comme la plateforme, des solutions comme la question de la garantie jeune universelle aussi qui a beaucoup été médiatisée ou de la réforme des bourses, c'est des choses qui... Attendez Paul, excusez-moi, arrêtons-nous un instant. Des tendances suicidaires à l'idée d'échouer à ne pas réussir à trouver un emploi, parce que c'est cette angoisse-là on se dit, je suis au pied du mur, je ne vais pas y arriver. Il n'y a pas de boulot pour moi. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un étudiant qui se dit mais je veux mettre fin à mes jours parce que je n'ai pas trouvé de boulot ? Il y a tout. Il y a le fait d'avoir eu la question de la dévalorisation pour eux de leur diplôme, même si ce n'est pas forcément vrai. Il y a la question d'avoir eu autant de difficultés lors de la crise sanitaire. C'est très difficile de s'émanciper dans une société civile qui est totalement paralysée par la crise sanitaire. Et c'est vrai. Tout ce qu'il y a eu au niveau alimentaire, au niveau du logement, impossibilité de payer son logement, les perspectives, effectivement, là, en sortie de crise, commencent à être plus favorables. Mais là, les chiffres que je vous donne, c'était ceux qu'on a pu avoir il y a 1 mois et demi maintenant. Ils sont inquiétants, vos chiffres. Ils sont très inquiétants. Donc c'est une population qui est aujourd'hui en manque de confiance, qui est un peu démobilisée et pour certaines d'entre elles, touchée psychologiquement, psychiatriquement. Psychologiquement et psychiatriquement pour certaines et certains d'entre eux. Mais effectivement, oui. Quel panorama. Oui. Et puis, vous avez ce diagnostic aussi, cette inquiétude de l'avenir, parce qu'en fait c'est de ça dont il est question. La plateforme permet de dispatcher, de ventiler, d'aiguiller. C'est pas un robot, il y a des humains derrière. Enfin, il y a quand même des jeunes qui sont au pied du mur et qui ont l'arme au pied et qui savent pas comment faire. En effet, il y a une partie pour laquelle c'est très très dur. D'ailleurs, il y a un effet cicatrice qui va rester très bien, qui va perdurer pendant les prochaines années. On l'a déjà vu avec la crise en 2008, on sait très bien que ça va se reproduire. Donc il faut faire très attention. Vous dites l'effet cicatrice, c'est les jeunes vont prendre vulgairement plus cher à cause des conséquences Covid. C'est ça que vous nous dites. Économiquement, oui. C'est que les générations, c'est que dans 2 ans, dans 3 ans, c'est ceux de dans 2 ans, dans 3 ans qui vont profiter de l'effet de relance et ceux d'aujourd'hui risquent de souffrir davantage. Donc l'expression Benjamin, Paul et Laure de la génération sacrifiée ou de la génération Covid, elle n'est pas totalement impropre.
Je vous sens un Moi, peu... si vous me la posez la question à moi, je déteste cette expression. Vous la détestez? En fait, je la déteste. Pourquoi? Parce que je trouve qu'en fait, c'est presque un fardeau. Bah, bien sûr. Quand on est jeune aujourd'hui, tout Entièrement ce qu'on a d'accord. envie, c'est d'enthousiasme, de perspective, d'avenir. Et en fait, aujourd'hui, je crois que, d'ailleurs, les sondages diffèrent. C'est ce qui est très étonnant. On a vu un sondage de l'Ipsos, là où il y a 71% des jeunes qui disent que l'étiquette de la génération sacrifiée, elle est pour eux. Et il y en a un autre qui a été fait il y a 4 mois, dans lequel il y avait 3 quarts des jeunes qui refusaient l'étiquette de génération sacrifiée. Alors, qui a la vérité? Je ne sais pas. Tout dépend comment on pose la question, vous remarquerez. Et c'est C'est pas tout à fait posé pareil. Mais enfin, ils ont l'impression quand même qu'ils ont subi une période et un moment un peu historique, comme ceux qui ont vécu une guerre, parce qu'on l'a comparé cette période à une guerre. C'est-à-dire ils ont traversé une période horrible et ça laisse, vous dites, des traces. Et en tout cas, ils se sont déjà presque auto-conditionnés à l'idée que ça va être galère. Surtout que C'est un peu ça, quoi. C'est exactement ça. Et les études, c'est une phase de construction personnelle qui est hyper importante au final dans la vie. Et on les a... Enfin, pendant 1 an et demi, c'est rien passé. Et on est censé leur donner les clés justement pour plus tard. Donc c'est hyper compliqué pour eux justement d'avoir un message optimiste par la suite. Je vous repose la question, Benjamin, parce que ça se connecte à ce que j'imagine, ce que la FAGE est en train de préparer pour la rentrée. J'imagine que vous êtes en train de réfléchir aussi à vos plateformes de revendication, à la façon dont vous allez aiguiller les institutions. Mais qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Vous êtes, vous aussi, comme chef d'entreprise, dans une phase de bilan. Voilà, on a fait depuis novembre, on a créé tant d'emplois. Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer un peu plus la performance? La plateforme marche très bien, elle n'est pas remise en cause, mais pour améliorer encore plus l'accès des jeunes à l'emploi. La plateforme est un des outils, un des éléments de relance après la crise pour les jeunes, mais effectivement, ce n'est pas le seul. Je crois que ce qu'il faut, c'est de l'engagement. Il faut de l'engagement de la part de tout le monde. Il faut que les associations, comme on le voit ici avec la FAGE, comme on voit avec leurs épinards... du beurre dans leurs épinards. Benjamin, vous aussi, c'est pas facile. Voilà, je crois qu'il faut un engagement de la part de tout le monde. Il faut un engagement aussi de proximité. Il n'y a pas que le digital qui compte. Voilà, c'est très important de voir que sur le terrain, il y a des gens qui vont aller voir les jeunes, comme Laure le disait tout à l'heure et qu'elle a pu le faire. Et puis, il faut de l'engagement de la part des employeurs. Parce que sans employeurs, pas d'emploi, tout simplement. Donc, pour l'emploi jeune, il faut des employeurs. Avant de nous quitter, les fameux jobs d'été, c'est une galère ou pas là, parce que on a brossé un panorama d'une année Covid difficile, d'une plateforme qui fonctionne, qui a quand même fait un boulot incroyable. Les jobs d'été, c'est une angoisse. Ils vous en parlent, les étudiants là? Ils sont en galère? Oui, on en discutait juste avant de rentrer. Effectivement, on avait eu tout ce qui était du secteur tertiaire marchand, donc ça réouvre un peu là quand même. Qui ont eu des grandes difficultés pendant la crise, mais qui réouvrent là en fait. Donc, mais avec un manque d'anticipation, comme encore une fois on a échangé juste avant. Donc, manque d'anticipation parce que globalement personne ne savait si ça allait vraiment réouvrir. C'est ça. Donc prenez pas forcément les contrats et d'engagement. C'est un petit peu compliqué de se projeter sur la période estivale à 2-3 jours de celle-ci quand on est jeune, mais on a quand même des perspectives assez favorables au niveau des jobs étudiants sur celle-ci. Ça dit quoi sur la plateforme? 50 000 offres. Il y a 50 000 offres. Jobs d'été qui sont disponibles sur la plateforme, beaucoup tirés par, comme le disait Paul, l'hôtellerie, la restauration, mais également l'événementiel maintenant, le tourisme. Ils viennent sur votre site, ils ont compris que c'était chez vous qu'il fallait aller. Il y a beaucoup de jobs, et cette année, je voudrais terminer là-dessus, parce que Laure le disait tout à l'heure par rapport au lien social, le job étudiant, ça a un rôle hyper important sur la formation, sur la rémunération, et cette année encore plus qu'avant sur le lien social. Sur la confiance aussi. Il faut foncer. Sur la fameuse confiance du chiffre des 41% qui sont un peu perdus. C'est sortir de soi-même, faire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, et être au contact. La restauration en particulier. C'est un développement du savoir-être en fait, et c'est une opportunité pour les étudiants justement d'acquérir cette compétence sur laquelle ils ont été privés pendant 1 an et demi. Vous avez encore des gens en galère, là, des gens qui vous disent j'ai pas trouvé de job d'été, avant j'avais l'employeur classique, chaque année il me prenait, mais là il m'a pas pris. On a ça, où vous avez le sentiment, un peu comme pour les grands, les adultes de plus de 40 ans, qu'on est en reprise là, et même pour les jeunes. Moi j'ai une double vision parce que je travaille aussi chez Student Pop, donc sur les jobs étudiants, et donc on voit qu'il y a une reprise. Alors elle s'est faite très tardivement, en effet, manque d'anticipation parce que les entreprises ne pouvaient pas anticiper. Mais là ça accélère. Mais là on voit en effet qu'en 2 mois on a doublé le nombre de missions, donc c'est énorme, et on sait qu'il va encore avoir des multiplications, des nouvelles offres à venir. Donc moi, si j'ai un message à faire passer aux entreprises et aux étudiants, c'est pour les étudiants, soyez patients, persévérez, parce que les offres, elles vont arriver. Il y en a des nouvelles qui vont arriver sur le marché. Il faut retenter. Et pour les entreprises, en fait, faites confiance aux étudiants.
Ils ont été ultra présents, ils ont fait énormément de sacrifices pendant 1 an et demi. C'est le moment de leur envoyer un peu l'ascenseur. Oui, un jeune, une solution. Donc les gens, on a compris que les entreprises venaient, 50 000 offres. On démarre les jobs d'été à partir de quel âge? 16 ans, c'est possible? Oui, c'est c'est compliqué, 16 ans. hein. Non, 16 ans. 16 ans. Moi, on en parlait tout à l'heure avec Paul. Je m'occupais des maïs, lui des mirabelles, quand on avait 16 ans. Donc, 16 ans, c'est les travaux des champs, il voilà. faut le préciser. C'est pas forcément les jobs les plus fun. Hein. Non, mais faut le dire aux jeunes. Hein. C'est pas le plus fun, mais on apprend dans tout. Et, Entièrement d'accord. Moi, Moi, c'était le tabac, vous voyez. Bah, voilà. Voilà, on a tous fait. Faire je crois la mirabelle. Ouais, la mirabelle. Le tabac, je vous confirme que c'est pas le plus sympathique à faire. Vous, sur votre site, Student Pop, puisqu'on parlait du beurre dans leurs épinards, Student Pop, là aussi, combien d'annonces, combien d'offres? Alors, on estime, parce que là, on est sur du prévisionnel, que pour l'été, on aura 10 000 missions à pourvoir pour cet été. Donc, ça laisse quand même une perspective plutôt positive pour les étudiants, et c'est partout en France. La Fage, dernier mot, qu'est-ce qu'il faut faire plus? Parce que je ne vous l'ai pas demandé, vous aussi, vous êtes un acteur. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire de plus? Il a beaucoup communiqué, beaucoup parlé, beaucoup investi financièrement sur les jeunes. Il y a un boulot qui est dingue qui a été fait. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, là? En 2 mots, effectivement, de profiter de la plateforme Un jeune, une solution pour enfin lancer la question de la garantie jeune universelle et de faire de celle-ci, ainsi que des bourses sur les critères sociaux, le dernier rempart face aux vulnérabilités que peuvent vivre les vulnérabilités sociales que vivent les jeunes. Bourse en fonction des critères sociaux, mais c'est déjà plus ou moins le cas, puisque c'est en fonction des revenus des parents. Et de les réformer. Là, Et d'améliorer évidemment ce qu'on va toucher, puisque les bourses ne sont pas toujours très très élevées. Tout à fait. On ne vit pas avec une bourse, on est d'accord? Ça dépend des échelons, mais effectivement, C'est quand compliqué. 0 bis, 1, 2, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut le complément de revenus par les jobs à l'année, qu'on appelle des jobs, et qui mènent et qui conduisent aux emplois pérennes. Un jeune, une solution, c'est pour les 22-26 ans maximum, 25? On peut, sur un jeune, une solution.gouv.fr, on peut trouver de 16 ans à 30 ans une première réponse à son besoin. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci de nous donner envie de nous battre, de nous lever le matin. Et puis voilà, encourager ces jeunes à faire ces jobs d'été aussi, parce que pour le coup, c'est une sacrée expérience de vie, ces jobs d'été, avec la nicotine sur les doigts après la cueillette. Merci Laure Guéguen, coordinatrice et responsable de l'association du beurre dans leurs épinards et Student Pop, puisque vous l'avez évoqué. Merci à Paul Maillot, président de la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, qui est en césure, donc qui est presque un professionnel de la politique, et Benjamin Ducousseau, je ne me suis pas trompé, cofondateur CEO de Wizbee, entre autres développeur de cette fameuse plateforme qui a plutôt cartonné et qui se prolonge. Allez sur le site si vous cherchez un job. On termine notre émission par Fenêtre sur l'emploi. Ça va vous intéresser parce que vous êtes dans le recrutement. Est-ce que c'est utile de répondre aux annonces quand on cherche un job? Vous allez voir, Amélie Fabre-Guittet, patatras, fait tout tomber. Elle dit non, c'est pas utile. Elle arrive.